Merci pour la confiance de Monsieur le maire en me demandant d'intervenir. Alors c'est vrai qu'on a été physiquement présent sur le terrain au niveau opérationnel pour accompagner les autorités à la fois préfectorales et de la commune. Et puis dans le temps, et on en reparlera tout à l'heure avec Nicolas Taillefer, on a également conduit une série d'entretiens auprès des cadres de la mairie qui sont intervenus en coordination, et on a élaboré un retour d'expérience, on a formalisé avec la commune un retour d'expérience sur la gestion de crise communale, et c'est à ce titre qu'Olivier, donc vous souhaitez que je témoigne auprès de vous de quelques enseignements sur la base d'un diaporama qu'il avait préparé. Donc je vais vous demander de passer à la première diapositive. Alors déjà pour présenter cette commune, que certains d'entre vous connaissent sur Montélimar, mais que d'autres connectés connaissent peut-être un peu moins. Donc on est aujourd'hui sur Montélimar, mais la commune dont on parle dans le Teil est située à quelques kilomètres d'ici en Ardèche, une commune de 9000 habitants, donc Olivier précise avant le séisme. Alors il est vrai qu'après le séisme, on pourra en discuter, il y a eu une baisse dans la population résidente de cette commune, à peu près 1000 personnes ont quitté la commune. Et aujourd'hui, plus de 2 ans après le séisme, donc on aurait atteint à nouveau la population initiale avant le séisme. Au niveau de la commune, donc 130 agents municipaux. Et sur les caractéristiques sociales de cette commune, c'est important. Un niveau social et un taux de pauvreté important, avec un niveau de chômage assez significatif, à 20%, et un revenu moyen annuel par habitant 15% inférieur à celui général sur le département de l'Ardèche. Un parc immobilier relativement ancien. La plupart des ouvrages ont été construits avant les années 70. Et c'est important en matière de vulnérabilité du bâti sur cette commune. On parlera tout à l'heure avec des sismologues des caractéristiques de ce séisme, qui est un séisme de surface et qui a fortement sollicité les ouvrages, et notamment des ouvrages en maçonnerie ancienne, non chaînés, qui ont particulièrement été endommagés par cette secousse. Et 2 quartiers donc inscrits en politique de la ville et en programme de rénovation urbaine accélérée du coup par cette situation post-sismique et le programme partenarial d'aménagement sur lequel la préfecture est revenue. Diapositive suivante. Alors oui, le 11 novembre, tout le monde le sait, on est un jour férié, un petit peu avant midi, et donc survient ce séisme d'une magnitude assez significative, 5,4 sur l'échelle de Richter. On est sur un séisme moyen, mais sa faible profondeur, je l'ai dit, à peu près 1 kilomètre, fait que les secousses sont extrêmement ressenties et sollicitantes pour les structures. Un séisme assez particulier également, on en reparlera tout à l'heure plus en détail avec les scientifiques qui interviendront. Très peu de répliques. Nous-mêmes sur le terrain, avec les équipes municipales et les forces de l'ordre et les services de secours qui étaient là, on a ressenti 1 ou 2 répliques dans les quelques jours qui ont suivi, mais c'est vrai que c'était assez étonnant. Aucune victime. Alors une victime a été retrouvée dans sa maison, décédée d'une crise cardiaque, mais on ne peut pas dire et on ne pourra jamais dire si cet accident cardiaque était lié finalement à la survenue de ce séisme. Et un impact important. Alors c'est vrai que on est dans la voiture quand on se rend sur site le lendemain du séisme, et on entend à la radio, finalement, c'est un peu... alors, il y a eu un séisme en Ardèche, mais c'est un peu un non-événement, très peu de dégâts. Et c'est vrai que ce qui nous frappe quand on arrive sur site et qu'on marche et qu'on fait un repérage avec les autorités et les services de secours sur la commune, c'est qu'on voit peu de dommages à l'extérieur. Et c'est au fil des jours et au fur et à mesure des diagnostics et des remontées par la population qu'on va s'apercevoir que les dommages sont beaucoup plus importants que prévu. Et au final, on aura bien sûr le Teil fortement touché, mais il ne faut pas oublier que c'est 41 communes qui ont fait l'objet d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Des bâtiments fortement endommagés, c'est à peu près 3000 diagnostics qui ont été réalisés. On y reviendra également plus après. Diapositive suivante. Bon, je reviens pas là-dessus, on sait qu'on est en zone sismique, il n'y a rien de très étonnant de vivre un séisme ici, mais ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas vécu. Et puis les caractéristiques de ce séisme sont un peu surprenantes. Et au niveau national, la France est un pays à sismicité modérée, on en vit beaucoup moins que d'autres pays amis et voisins tels que l'Italie, mais c'est le plus puissant séisme survenu depuis 20 ans en France et le plus destructeur depuis 50 ans.
Diapositive suivante, sur quelques chiffres pour marquer les bilans, et puis vous regarderez plus en détail, on y reviendra également au fil des interventions. 3000 sinistrés, ce n'est pas rien, hein, sur une commune de 9000 habitants. 850 arrêtés d'interdiction de pénétrer dans les logements. On y reviendra également, puisqu'aujourd'hui, on a à peu près 400 arrêtés qui ne sont encore pas levés, avec toutes les conséquences que ça peut avoir pour les foyers qui sont concernés par ces arrêtés d'interdiction. Et puis, on verra qu'il y a eu des impacts également financiers et fiscaux, hein, sur ces classements, au-delà du drame humain, je dirais, qui est derrière ces classements bâtimentaires. 2 millions d'euros de dommages aux biens privés, hein, des données issues des assurances, et à peu près 12 millions d'euros de dommages aux biens communaux, enveloppes qui ont été revues à la hausse depuis l'élaboration de ce retour d'expérience. Diapositive suivante. Alors sur les premiers jours, alors même si au départ les médias communiquent sur ce séisme en disant finalement il n'y a pas gros des dommages et il n'y a pas beaucoup de victimes, la gestion de crise va être assez longue. Les entretiens qu'on a pu mener avec la commune et les quelques cadres dirigeants qu'on a pu rencontrer nous disent que finalement on est dans le chaud de la gestion de crise jusqu'à Noël, à peu près donc 2 mois après l'événement, et aujourd'hui on est encore dans la gestion du post-événement. Et la préfecture le disait tout à l'heure, on a quand même pour 20 à 30 ans à rétablir et à finaliser le projet de reconstruction qui est à l'œuvre aujourd'hui. En moyens humains, dans le chaud de la crise, les moyens sont quand même assez colossaux, hein. Plus de 2000 sapeurs-pompiers qui vont œuvrer à la fois les premières heures pour apporter secours aux populations frappées, aux sinistrés, mais qui vont ensuite, dans la durée, assurer et prendre le relais de la FPS dans les diagnostics d'urgence. De notre côté, au niveau associatif, en charge au niveau national du dispositif de diagnostic d'urgence bâtimentaire sur des bâtiments impactés par un séisme, on a 40 inspecteurs, hein, c'est un chiffre important, on est sur plus de 10% du volume des effectifs formés qui est mobilisé sur place. Et puis beaucoup, bien sûr, d'acteurs locaux, la commune, l'intercommunalité, le département, la région sont impliqués. Et ce qui est frappant sur cette gestion de crise, qui nous frappe, nous, en tant qu'acteurs opérationnels sur site, mais ce qui marque vraiment cette gestion de crise, comme beaucoup, hein, c'est l'élan de solidarité, la chaîne de solidarité qui va se mobiliser au niveau de la population, au niveau des associations. Et on reparlera tout à l'heure du Secours populaire, de la Croix-Rouge et puis de l'association Arc-en-Ciel qui vont œuvrer main dans la main et se coordonner pour apporter le soutien optimisé aux populations. Donc une chaîne de solidarité, un élan de solidarité nationale. Très vite, il est suggéré à la commune de faire un appel aux dons, hein, et donc l'Association des maires de France et puis l'Union des départements de France vont contribuer à relayer cet appel aux dons. Et c'est à peu près 1,5 million de dons qui vont être recueillis par la municipalité et qui seront fortement utiles dans cette période de crise et post-crise pour aider la municipalité, puisque le coût financier est très, très impactant. Et 900 000 euros de ces 1,5 million sont apportés par des communes d'ailleurs françaises en soutien à cette commune du Teil. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Les premières heures, c'est comme dans une crise brutale, hein, quel que soit l'initiateur, et là sur un phénomène séisme auquel on ne s'attend pas quand on discute avec la mairie, bien sûr, de sa préparation de crise, de sa connaissance des risques auxquels la commune est exposée. Ce qui vient en premier, c'est plutôt le risque inondation. On est au bord du Rhône, il y a eu des crues par le passé. C'est également le transport de matières dangereuses par voie ferrée, par exemple, qui vient en premier. Le risque industriel, le risque nucléaire qui est à proximité, mais c'est vrai que le risque sismique, quand on échange avec les acteurs communaux, ils nous disent oui, on savait, on allait remettre d'ailleurs sur l'ouvrage le plan communal de sauvegarde, mais on n'aurait pas commencé par l'événement sismique et on aurait peut-être même terminé par celui-ci parce que ça nous semblait le moins probable en termes de survenue. Et finalement, c'est lui qui frappe. Les témoignages qui sont recueillis, et certains vous les retrouvez dans des publications qui ont été faites, notamment par la FPS, mais pas que, c'est une explosion finalement. On est pour certains comme dans un bateau, dans la maison, et puis un gros bruit,
Et on se demande ce qui se passe. Est-ce que ça vient de la carrière, finalement, population qui est habituée à entendre des bruits, à ressentir des vibrations issues de la carrière, ou est-ce que c'est autre chose? Et les gens se retrouvent dans la rue, ont évacué. Et le point de rassemblement, tout de suite, comme on ferait tous en tant que citoyens, on se retourne vers la mairie. Donc beaucoup de gens autour de la mairie, beaucoup de sollicitations auprès du maire du Teil, d'Olivier, d'habitants qui disent « ma maison est fissurée, qu'est-ce que je dois faire ? Comment faire au niveau de l'assurance? Est-ce que je dors chez moi ce soir? J'ai plus d'électricité, etc. etc. » Donc une sollicitation dès les premières heures de la population auprès de la mairie et notamment du maire et des élus. Et un maire qui, tout de suite et pendant plusieurs semaines, vont être au contact de la population sur le terrain, en gérant à la fois le lien avec la population, rassurer, communiquer, être transparent sur ce qui se passe et à la fois prendre des décisions pour gérer cette crise et ce post-crise au mieux. 1 heure après le choc sismique, donc tout le monde est dehors à se demander ce qui se passe. Est-ce qu'il va y avoir une réplique? Madame le préfet arrive sur place et tout de suite, il y a l'armement en fait du poste de commandement communal au sein de la mairie. Et c'est vrai que personne ne se pose la question finalement, et on y reviendra sur cette localisation du PC de crise communale au sein de la mairie, mais personne ne se pose la question de l'installation de ce poste commandement en mairie. Ça paraît complètement logique puisque c'est le point focus central de la commune. Donc Madame le préfet arrive et finalement le poste de commandement rapproché également du département et de la préfecture se fusionne finalement au poste de commandement communal. Et la préfète va rester plusieurs jours au sein de ce poste à prendre des décisions et à gérer la crise au fil de l'eau et à aider cette gestion communale de la crise. Tout de suite, le sujet des diagnostics bâtimentaires arrive. Le lendemain, donc le 12 novembre, 7 h du matin, 500 personnes sont déjà attroupées devant la mairie, à attendre, à ne pas savoir quoi faire par rapport à leur habitation. Le soir même, quelques heures donc après le séisme autour de midi, 400 personnes sont relogées dans 2 gymnases sur le Teil. Et donc très très vite se pose la question, dès ces premières heures, que va-t-on faire? Qu'est-ce qu'on peut dire des bâtiments endommagés? Est-ce que raisonnablement les populations peuvent réintroduire de façon permanente ou temporaire ces habitations qui menacent finalement la sécurité des habitants pour certaines? Diapositive suivante. Alors, la mairie prise d'assaut par les sinistrés, je l'ai dit. Sur le positionnement du poste communal, alors ce qui ressort des entretiens qu'on a pu conduire et du témoignage de la mairie, c'est à la fois c'était confortable d'être en mairie puisque tout le monde allait en mairie, on voyait tout de suite ce qui se passait. Pour les gens qui géraient la crise, on avait ces éléments d'ambiance importants, tous les services étaient autour et il pouvait y avoir un flux d'informations et de prise de décision qui était facilité, mais il faut savoir que la mairie est aussi un bâtiment qui a été fortement impacté, qui va d'ailleurs passer dans un processus après une expertise réalisée de réparation et même de délocalisation temporaire, puisqu'il y aura 2 ans de travaux de réparation sur la mairie. Donc la mairie est étayée au niveau de la volée d'escalier notamment, et le poste de commandement est situé au 1er étage, et le 2e étage a été condamné puisqu'il y a eu fissuration et chute de pierre sur certains bureaux. Donc on est quand même dans un contexte particulier. Voilà, donc on verra ce que donnera les réflexions sur le plan communal de sauvegarde adapté. Sur l'organisation des services communaux, très tôt se forment des cellules thématiques, ce qui est assez logique dans une gestion de crise. Bien sûr, le logement d'urgence, qui est vraiment le cœur du sujet. Sécurisation de voirie, il y a des gros soucis de circulation avec des bâtiments menaçant parfois de ruines sur l'axe principal de la commune. L'accueil des sinistrés en mairie, donc je le dis, 500 personnes les premières heures, et puis en fait, ça va être plus de 3500 personnes qui vont se présenter dans la semaine du 11 novembre en mairie. Et un accueil qui se fait au départ au fil de l'eau et avec les outils sur place, au départ des tableaux à la main. Et puis on s'aperçoit très vite au fil des premières heures qu'on risque d'avoir des doublons, des erreurs de saisie, etc. Donc ça s'organise. Il y a des appels à d'autres communes qui ont vécu, notamment dans l'Aude, des événements de ce type-là pour partager des outils. Le conseil départemental et l'intercommunalité vient apporter de l'aide. Et donc on commence à structurer un guichet unique et une organisation, et tout le personnel, il y a des déplacements de fonctions, vient aider à cet accueil des sinistrés qui est quand même très particulier, à la fois pour l'accueil psychologique et l'impact aussi pour le recevant que peut générer ce type de crise.
Donc les sinistrés arrivent avec leurs besoins, leurs inquiétudes, leurs sollicitations, et très vite donc émerge ce besoin de diagnostic d'urgence, je le disais. Et c'est vrai que les premières heures, on va fonctionner côté AFPS et sapeurs-pompiers avec les demandes qui arrivent au fil de l'eau. Mais dans ce genre de cas, comme dans la vraie vie, on a tous une sensibilité différente. Notre maison est notre abri, et la fissuration d'un placo-plâtre, pour certains, peut signifier un danger très important, et pour d'autres, une grosse fissuration sur une maison ancienne peut ne pas les inquiéter, consciemment ou inconsciemment. Et puis il y a derrière, et si je signale aussi un dommage, que va-t-il arriver? On va me demander de partir, et ma maison c'est tout, et je ne veux pas partir. Donc on peut avoir tout et son contraire en termes de réaction, et fonctionner au fil de l'eau, au fil des demandes. On s'aperçoit très vite que ça ne va pas tenir, et donc quelques jours après le séisme, on organise plutôt une sectorisation par quartier et par priorité. Et Madame la préfète nous indique donc les secteurs sur lesquels il faut œuvrer en priorité, avec un systématisme de diagnostic, en évitant les doublons, bien sûr, on y reviendra. La communication, très importante dans ces cas-là, je l'ai dit, sur ce séisme, on comprend pas bien les premières heures, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça vient de la carrière? Est-ce que ça vient de la centrale nucléaire? Donc il faut très vite communiquer. Alors il y a la communication standard, je dirais, notamment préfectorale et des autorités, par communiqué de presse et point de situation régulier qui est mis en place. Et puis, il est décidé également en poste de commandement de mettre en place une communication très active sur les réseaux sociaux et systématique, pour faire des points de rendez-vous et des repères pour la population à des heures fixes, chaque jour, de communication sur qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, quel est l'état de la situation, et informer au mieux les gens de façon transparente de ce qui se passe. Donc ça, c'est un point important que Olivier voulait souligner, cette communication transparente et faciliter pour accepter au mieux une situation dégradée. Et les visites ministérielles, je pense que dans toutes les crises, on le vit. Je crois que le premier jour, on a le ministre de l'Intérieur qui doit venir sur site, deuxième jour, et puis les visites officielles se succèdent. Il faut y faire face, et c'est parfois assez compliqué, et les visites officielles génèrent aussi des prises de décision. Et sur ce premier jour, finalement, du 11 novembre, et ces 400 personnes qui sont accueillies dans les 2 gymnases, le lendemain, quand nous on arrive sur site, la consigne est de vider très vite ces 2 gymnases. Alors, on peut après coup s'interroger, est-ce que c'était la bonne décision ou pas? Je pense que c'est la décision qui a été prise en conscience avec les éléments disponibles. Après, on peut réfléchir à des optimisations, mais je dirais qu'après coup, c'est toujours facile avec un regard extérieur de dire que ce qui a été fait aurait pu être fait différemment. Oui, mais on n'y était pas. La mise en place des dons, j'en ai parlé, donc avec cette cagnotte Litchi. Vider les gymnases, alors oui, c'est vrai que les discussions et les contradictions qu'on a pu avoir dans les témoignages qu'on a recueillis, c'est que rester dans un gymnase, on ne peut pas y rester de façon longue et permanente, et on comprend bien pourquoi, ça ne peut être que transitoire et assez court, mais la population est là, elle est ensemble, on peut les encadrer plus facilement, leur apporter le soutien, ils sont à proximité de leur habitation, donc il y a aussi quelque chose d'assez facilité qui ne doit pas durer bien sûr trop en longueur, mais c'est vrai que de projeter ensuite des populations 40 km plus loin sur des hôtels, ça a aussi ses inconvénients, donc voilà, dans toute décision, il y a du pour et du contre. Diapositive suivante. Les premières semaines. Alors les premières semaines, c'est vrai que la crise qu'on pensait finalement pouvoir être assez courte, je le disais, par rapport à la communication médiatique, quand nous, on est projeté par les autorités nationales et départementales sur le terrain, on nous dit dans 2 jours, vous aurez fini les diagnostics d'urgence. Je pense que le colonel Rivière en reparlera, vous y êtes resté plusieurs semaines, plusieurs mois ensuite. Donc on ne sait pas en fait, et l'iceberg se révèle petit à petit, et c'est vrai que la commune nous dit, nous on a engagé, il y avait des rotations sur les forces de l'ordre et les forces de secours, mais nous on a engagé toutes nos troupes d'un coup et on n'a pas compté nos heures, et c'est vrai que si je prends l'exemple du directeur des services techniques avec lequel on était nous en contact direct pour les diagnostics d'urgence, il travaillait de 6h à 20h le soir pour la conduite des diagnostics d'urgence, l'accompagnement, le
tout ce qu'il y avait à faire au niveau des services techniques, en plus du diagnostic d'urgence, puisqu'il n'y avait pas que ça. Et la nuit, avec le chef de mission AFPS, ils préparaient les missions du lendemain. Et donc, ils ont tenu plusieurs jours, semaines comme ça. Je le disais, le chaud de la crise pour les cadres de la mairie et les agents, c'est 2 mois, et puis ensuite, il faut tenir. Et une anecdote, le DGS racontait que pendant 3 semaines, il vit un rythme infernal comme ça, 7 jours sur 7, en ne comptant plus ses heures. Et puis un jour, il va faire ses courses et il a une crise d'angoisse dans un centre commercial. Il laisse son caddie, il rentre chez lui et il dit je dors 24 heures tellement je n'en peux plus. Et puis voilà, d'autres personnes qui pleurent et qui s'oublient aussi. Ce qui nous a particulièrement marqué quand on a fait des entretiens sur cette gestion de crise, c'est que la mairie s'est en partie même oubliée sur sa mairie, finalement, qui était impactée, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et les gens qui géraient la crise s'oubliaient également sur leur propre quotidien et leur propre maison qui était impactée. Je me souviens du responsable du Secours populaire qui m'a dit, c'est plusieurs semaines, mois après, que je me suis dit, il faudrait quand même que je m'occupe de ma propre maison. Et même si le DGS disait, on aurait voulu organiser des relèves auprès des agents, et on a voulu le faire, certains, très motivés, très engagés, voulaient être dans l'action, et peut-être qu'aussi être dans l'action, ça fait tenir face à un choc tel que le séisme qui a été vécu sur cette commune. La création d'un guichet unique, donc très vite, et un petit peu déconnecté de la mairie, a été ensuite organisée donc avec l'aide du conseil départemental et de l'intercommunalité, avec un soutien un peu global, psychologique, le relogement, les habits, la nourriture, etc. Donc il y avait tout ce pool guichet unique qui était extrêmement précieux et qui pourra être partagé en matière de retour d'expérience. Et puis la mairie a suggéré également très tôt la création d'une association des sinistrés qui a plus de, je crois, 700 aujourd'hui adhérents. Il y a 550 sur la diapo, mais je crois que c'est un peu plus. Et qui a vraiment été très riche. Ils ont fait un travail formidable et je vous invite à regarder sur leur site internet le retour d'expérience qu'ils ont pu tirer et qui a permis d'avoir un vrai interlocuteur de poids, je dirais, par rapport aux compagnies d'assurance et pour aider également les sinistrés. Bon, on reparlera du système assurantiel et du retour d'expérience qui a tiré, mais c'était pas tout le temps la faute des assureurs, comme on pourrait le dire de façon caricaturale. C'est parfois aussi des personnes qui n'arrivaient pas à faire les démarches ou qui ne savaient pas comment s'y prendre. Et l'appui de l'association a vraiment été riche. Et le suivi dans la durée, puisqu'ils ont fait un bilan à 1 an, un bilan à 2 ans, est extrêmement riche, je pense aussi pour les autorités et pour l'ensemble de la communauté nationale pour avancer. Donc, merci vraiment à eux pour ce travail au nom d'Olivier. Sur le relogement des sinistrés, alors il y a bien sûr avec l'aide de l'État la mobilisation du FARU, ce fonds d'aide au relogement d'urgence. Sur ce point-là, alors bien sûr c'est très utile, c'est 600 000 € finalement qui vont être utilisés pour financer ce relogement d'urgence. Il faut savoir que ça a été assez lourd pour la collectivité et des collectivités qui ont pu le vivre le savent. La collectivité doit faire l'avance et doit faire le suivi comptable et la gestion comptable de ce fonds. Et ensuite, l'État rembourse, donc c'est très impactant aussi en termes de suivi, en plus de tout ce qui est à suivre par la collectivité. Voilà, poursuite des expertises et des diagnostics, bien sûr, les premières semaines, je l'ai dit, notamment avec l'appui des sapeurs-pompiers. Et puis, réouverture progressive, là aussi, sur la crise du Teil, comme sur d'autres crises. Il y a ceux qui sont impactés directement, mais il y a aussi les autres. Sur la commune, on estime qu'il y a à peu près 1/3 de la commune qui a été fortement impactée par le séisme et 2/3 qui ne l'est pas. Et la vie doit continuer. Il faut célébrer des mariages, il faut continuer à faire des papiers, il faut apporter les missions du quotidien et les services du quotidien au niveau de la mairie, même si on est en période de crise. Et puis, ceux qui sont moins impactés ne comprennent pas forcément pourquoi c'est perturbé au niveau des transports. Ils veulent que leur enfant retourne à l'école. Donc voilà, il faut arriver à satisfaire tout le monde et la vie doit reprendre et la continuité de service doit être assurée, ce qui n'est pas facile. Diapositive suivante, les premiers mois. Alors les premiers mois, bien sûr, là il y a tout le travail de fond sur l'expertise, à la fois sur les réseaux, sur les bâtiments, pour conduire des expertises bâtimentaires ou d'impact, et puis définir les travaux et demander les subventions qui sont nécessitées. C'est assez colossal sur ce séisme-là. Il va falloir reconstruire 2 églises sur la commune, il a fallu reconstruire 2 écoles, il va falloir retravailler fortement la mairie, réparer fortement la mairie.
mairie, plus les travaux sur le cœur de ville, hein, qui vont être des travaux d'ampleur et qui vont donner un nouveau projet communal. Donc c'est assez exceptionnel en termes d'impact et de chantier à venir donc pour les 20-30 ans qui suivent. On passe bien sûr dans les premiers mois d'une gestion de crise à une relative normalité, même si encore aujourd'hui, il n'est pas un jour où la mairie doit pas traiter le sujet séisme et plusieurs appels sur ce sujet-là. Mais il fallait très vite reprendre. Début 2020, il fallait préparer les élections de mars. Et on tombait en pleine crise sanitaire. Donc il fallait aussi gérer d'autres choses et d'autres impacts, d'autres aléas qui n'étaient pas prévus et qui venaient se surajouter à cette crise-là. La préfecture a beaucoup aidé, la mairie tenait à le souligner également, et puis il y a eu le groupe de travail assurance. Alors on avait ce collectif des sinistrés et un groupe de travail assurance qui a été mis en place par Madame la préfète et qui a permis de discuter avec l'ensemble des compagnies, puisqu'il y avait 10 à 15 compagnies et on n'y avait pas d'interlocuteur unique. Et c'est vrai que le rôle de Madame le préfet a vraiment été souligné pour faciliter, aider à prendre des décisions et convaincre sur certains aspects. Un groupe relogement, vous comprenez pourquoi au vu de l'impact et du nombre de personnes à reloger, et puis la reconstruction qu'il fallait préparer tout de suite. On est tout de suite dans la phase d'après avec la nomination d'un préfet à la reconstruction qui a été remplacé et qui fait toujours l'objet d'une mission spécifique. Et puis inscrire, donc se projeter tout de suite dans un projet pour se relever, un projet qui doit bien sûr tenir compte de l'impact sismique, mais des autres besoins communaux, donc au travers de ce projet partenarial d'aménagement qui permet, je crois que vous l'avez très bien dit tout à l'heure, à la fois d'avoir un corpus technique et un accompagnement technique et financier sur ces aspects-là. Diapositive suivante, François, je vois tes 5 minutes et j'espère qu'Olivier n'a pas prévu trop de diapos. Le relogement des sinistrés, donc 3000 habitants sinistrés, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 250 à peu près ménages qui ont été hébergés en urgence, dont je disais 625 000, j'avais plus le chiffre en tête complètement. Mise en place également d'une maison du relogement, qui était un point de relais communal important pour être en médiation avec les populations et suivre les dossiers dans la durée, puisqu'il y a encore des dossiers à suivre aujourd'hui. Diapositive suivante. Le dossier assurance, 17 800 sinistres à traiter. Je donnais l'enveloppe financière tout à l'heure. Ce que donne l'enquête de suivi du collectif des sinistrés, c'est qu'un an après, on avait à peu près 50% des dossiers qui étaient soldés. Aujourd'hui, plus de 2 ans après, on est à 70%. Donc si on regarde le verre à moitié plein, 70%, c'est déjà pas mal, mais c'est quand même 30% qui ne sont pas finalisés. On rentre dans une course contre la montre, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau législatif, il y a 3 ans par rapport à l'ouverture d'un sinistre, et donc il faut qu'au bout des 3 ans, le dossier soit soldé et les travaux réalisés. Ce n'est pas le cas pour certains dossiers, puisque à peu près 10%, oui c'est ça, 11% des expertises sont encore en attente. Donc on n'en est même pas aux travaux, on en est à avoir l'expertise. Alors, ça peut s'expliquer par différentes raisons. Peut-être qu'il y a eu des remises en cause de l'expertise initiale. Peut-être que aussi, du fait de l'impact et de l'ampleur, le réseau, je dirais, bureau d'études locales et même artisans pour les réparations a été complètement saturé avec des plans de charge de plusieurs mois, années. Ça, j'en ai parlé. Oui, et ça, j'en ai parlé aussi. Diapositive suivante. Tu vois, François, on gagne du temps. L'impact financier sur la commune, oui, il est colossal par rapport au budget communal. Alors je disais, c'était très appréciable pour la commune d'avoir ces dons de 1,5 million, mais on est quand même à 12 millions d'euros de réparation sur les infrastructures communales et les bâtiments communaux que je vous ai cités. On a 50% de prise en charge par l'assurance et puis des aides de subvention. Sur les garanties, l'assurance payée par la commune, donc, qui était de 40 000 euros auparavant, on a doublé donc, du coup ce coût de garantie assurantielle aujourd'hui. Le budget de fonctionnement, bien sûr, est en hausse de 15%. On comprend bien pourquoi, à la fois au niveau des ETP et des coûts associés pour le fonctionnement et la gestion de ce post-crise et reconstruction.
Et puis oui, le dernier point peut-être. Alors, je vous disais tout à l'heure, 850 bâtiments sous arrêté d'interdiction, encore 400 aujourd'hui. Ces bâtiments sont considérés par la loi comme étant bâtiments quasi en ruine, hein, et donc ils sont déclassés au niveau de la fiscalité. Donc c'est 250 000 € de perte de fiscalité pour la commune par an. Donc c'est pas rien sur le budget d'une commune de 9 000 habitants. Diapositive suivante. Peut-être dernière, oui, ce qu'il en reste. Une aventure humaine, je pense que pour avoir été intervenant, et puis je pense que tous ceux qui ont œuvré, même plus que la FPS sur le terrain, s'exprimeront, et la population, certains vivent peut-être au Teil ou ont des fonctions sur place, vous l'avez vécu, c'est... Déjà, cet élan de solidarité qui est vraiment mis en exergue, et c'est vraiment une aventure humaine sur la durée. On en sort changé, je pense, à tous les niveaux. Il y a encore beaucoup d'émotions, hein, sur la commune, et au niveau, bon, bien sûr, des agents de la collectivité, mais au niveau de la population. Vous verrez tout à l'heure projeter un clip qu'on a réalisé avec la FPS et les autorités sur site il y a quelques semaines. Et on voit que c'est encore voilà, très présent. Pour la petite anecdote, le 8 septembre dernier, on avait prévu d'organiser avec la commune une journée à l'attention des agents de la collectivité, où on voulait reparler du séisme au travers d'ateliers, prolonger le travail de première formalisation du retour d'expérience qu'on avait fait pour le mettre à l'épreuve des différents regards croisés, l'optimiser, faire venir les pompiers de l'urgence internationale pour parler de leur vécu en intervention à l'international, et faire venir une psychologue, hein, Marie-Hélène Canouspec, qui est spécialisée sur les effets post-traumatiques d'une telle catastrophe. Et on a dû annuler cette journée parce que c'était trop vif, en fait. On a à la fois des populations et des agents qui ne veulent plus parler du sujet, ils veulent tourner la page, ils sont tournés vers l'avenir, et stop parce que c'est peut-être trop, stop parce que ils n'ont peut-être pas tous été touchés, et donc ils veulent aussi passer à autre chose. Et puis certains disent non, c'est encore trop difficile d'en parler. Trop difficile, et peut-être que la crise sanitaire a mis aussi comme une cocotte minute sur ce traumatisme et n'a pas facilité finalement l'expression et des moments collectifs aussi de partage. La première commémoration a été sans public du fait de la crise sanitaire. Donc voilà, ça reste compliqué. Le Teil se relève. C'est déjà relevé et tourné vers l'avenir, mais ça mettra du temps, et la cicatrice sera encore là, et il faudra se souvenir dans la durée. Et je pense que les populations du Teil s'en souviendront, c'est sûr, mais il est important, ces journées telles que l'IRMA l'a organisées sont importantes, parce qu'il faut aussi que tous collectivement on s'en souvienne. On est au Teil, on est sur un séisme qui est relativement modeste, et c'est pas péjoratif pour les populations du Teil, même si l'impact a été colossal, et c'est ce qu'il faut retenir sur ce petit séisme. L'impact est énorme socialement, psychologiquement, dans la durée. On en aura pour plus de 30 ans à s'en relever. Et si le même séisme arrivait ailleurs, ou si on avait un séisme plus fort, je pense notamment au Grand Sud dont je viens, et à la région niçoise représentée aujourd'hui par Stéphane Liotto dans la salle. Voilà, puis j'ai trop parlé, je pense. J'espère avoir été fidèle, Olivier, voilà, de ce que vous voulez faire passer. Merci, Ghislaine Verriès-Leblanc. Je rappelle que vous êtes intervenue à pied levé, oui, et avec brio. Hein, je ne sais pas. Donc, je le signale, on a quelques questions, et merci à la technique de me les faire parvenir. On va s'en saisir avec deux logiques. Vous êtes susceptible d'intervenir. N'hésitez pas, les autres intervenants de la journée, de compléter en vous présentant. Gardez votre masque. Vous allez voir, il y a un micro qui va circuler. On le signalait, je crois que c'est important d'attirer l'attention sur le collectif des sinistrés du Teil. Ils sont présents dans la salle, vous pouvez lever la main pour que je vous repère. N'hésitez pas à intervenir, on vous salue. Je vais donner la parole à Ghislaine pour quelques questions. Je vais essayer. Alors, sachant que la salle est en appui, vous répondrez selon deux logiques. L'aptitude à répondre ou la légitimité. Hein. André Laurenti, qui ne se présente pas sur sa fonction, quelle est la raison
concernant ce temps de réparation sur les édifices communaux qui est long. Hein. On le voit, il y a ces arrêtés de péril administratifs qui sont là, des familles qui espèrent réintégrer leur logement, et ça prend du temps tout ça. Comment on peut l'expliquer rapidement? Question courte, réponse courte, merci. Alors, sur les bâtiments communaux ou sur les bâtiments individuels? Les bâtiments communaux type église ou l'habitation? Alors, on est sur les édifices communaux. Hein, sur les édifices communaux. Voilà. Alors, par exemple, si on prend la mairie, je l'ai dit au départ, ça n'a pas été la priorité numéro 1, puisque le collectif mairie s'est plutôt tourné vers l'appui aux sinistrés et les autres bâtiments communaux, dont les écoles. Et on a aujourd'hui une école qui a été réouverte et qui est toute neuve. On a des écoles qui sont finies de réparer, voire en passe de finalisation de réparation. La commune, effectivement, a un peu oublié ou a mis en suspens finalement l'expertise sur la mairie, mais aujourd'hui c'est en marche, mais il faut conduire l'expertise, réfléchir à la phase de transition où il va falloir délocaliser les services de la mairie, et donc effectivement c'est à peu près 2 ans, toute cette phase, dont la réalisation des travaux. Sur l'église, par exemple, les 2 églises, alors une est classée, devra être réparée de mémoire, mais pareil, vous me corrigerez si je me trompe. L'église du centre, par contre, n'est techniquement pas réparable et donc va devoir être démolie. Donc là, il faut passer dans un processus de réflexion également. Alors sur l'église classée, sur les typologies de réparation et le financement du projet également, au-delà de la réalisation qui va être assez longue. Et sur refaire une église, et surtout l'église du centre-ville, qui est quand même le symbole communal et un point de rassemblement pour la population important, mais il va falloir aussi rentrer dans une phase de consultation, de concertation sur qu'est-ce qu'on veut faire de cette église. Et souvent, quand on démolit un édifice communal comme ça, c'est pas juste une purge et un remplacement à la parcelle, c'est aussi l'occasion peut-être de revoir la place centrale de la mairie. Et donc, c'est un autre projet. Donc, la réflexion sur le projet, le financement et la réalisation prend un certain temps. Ouais. Donc, on voit bien qu'on est dans une logique globale de reconstruction, et je vois Madame Odigier qui a acquiescé le propos. Merci, en tout cas, ça fait sens. D'autres questions arrivent. Je signale qu'on arrive à 250 participants avec ceux qui sont en visioconférence. Je les salue. Je leur rappelle de préciser la fonction qu'ils occupent pour aider à la formulation ou la reformulation de la question. Frédéric Perron, que je salue, DDT 90. On parle de la FPS, je me permets l'acronyme, il a été présenté pour les diagnostics bâtiments. Je sais que le colonel Rivière, que je salue, va intervenir dans un instant. Y a-t-il d'autres organismes qui permettent, et là, dans une logique préventive, de pouvoir appréhender le caractère robuste des bâtiments? Donc on est bien sur l'avant-crise. Quelle est la pratique des collectivités, si je reformule? Est-ce qu'on peut anticiper et créer les conditions de ce repérage des bâtiments qui sont fragiles, de manière à pouvoir appréhender, et notamment pour les biens collectifs d'importance vitale, le positionnement de certains opérateurs? Vous l'avez évoqué à travers le poste de commandement communal, je le rappelle, qui a également hébergé le poste de commandement opérationnel, si on peut l'amener comme ça, qui était déporté. Alors c'est vrai que moi j'ai parlé du dispositif d'urgence post-sismique. On se situe après un séisme et on veut savoir si les bâtiments endommagés vont tenir. Donc ça, il y a un dispositif national qui est validé par le ministère de l'Intérieur, qui a confié effectivement l'organisation méthodologique et technique à la FPS, qui forme des différents acteurs. Hein. Ce n'est pas forcément que des membres de la FPS qui sont inspecteurs. Et les sapeurs-pompiers sont formés à cette méthodologie également. Et donc, on a ce binôme qui est mandaté au niveau national pour réaliser ce type de diagnostic, étant entendu que par rapport aux effectifs qui sont formés au niveau national, une crise, mettons si on avait une crise majeure par exemple à Nice ou aux Antilles, on sait qu'on n'aurait peut-être pas la force de frappe nécessaire, donc on pourrait former sur le terrain et faire appel à nos collègues transfrontaliers. Je ferme la parenthèse post-sismique. Sur l'avant, qui était la question posée par l'interlocuteur, on est sur du diagnostic de vulnérabilité et finalement de la définition de renforcement éventuel.
Et là, de mémoire, on a une circulaire qui date de 2006, qui avait été transmise en interministériel, je crois, aux préfectures, et qui demandait effectivement sur les bâtiments stratégiques et sensibles des départements fortement exposés. Donc c'est notamment des bâtiments qui sont utiles à la gestion de crise. Ça peut être des préfectures, des mairies, des casernes de pompiers, des hôpitaux, et sur des bâtiments qualifiés de sensibles, des écoles, etc., d'avoir des diagnostics de vulnérabilité. Donc oui, c'est une démarche qui a été impulsée dans les années 2000 et qui a peut-être eu, en termes de réalisation, une avancée plus ou moins importante selon les départements. Mais il y a des démarches, et là, on fait appel à des bureaux d'études, je dirais, au champ concurrentiel, et à des bureaux d'études qui savent très, très bien faire ça. Écoutez, merci. Il y a beaucoup de questions, ça y est, tout le monde est chauffé à blanc. Des questions qui relèvent de l'organisationnel, les entraînements, de la part du cabinet Crisis Conseil. Thierry Chastagnier, élu également à la ville de Grenoble, qui s'interroge sur l'accompagnement des sinistrés, encore 30% qui sont en attente par rapport aux assurances. C'est à noter. Des questionnements, un certain Grandjean qui relève des interrogations sur le bâti patrimonial et la façon dont on peut se saisir également du bâti patrimonial. Toutes ces questions vont être traitées au cours de la journée. Je demanderai aux équipes techniques de les relayer de manière à ce que les autres intervenants, je pense notamment à Marc Givry, architecte, qui interviendra en fin de journée, puissent s'en saisir. Enfin, la mairie de Roanne qui posait la question de qui fait partie des groupes de travail assurance. Là, on est vraiment sur les pôles solidarité, le pôle également relogement, qui se sont structurés sous l'autorité donc de la préfecture, du corps préfectoral. On peut dire un mot rapidement sur ce point, mais une réponse super courte. Alors, je suis pas là. Merci. Est-ce que je peux faire appel à un ami de la préfecture pour dire qui compose le groupe assurance? Je pense oui. que... Monsieur Roche. Merci Monsieur Roche qui va intervenir, et je vais l'inviter également à nous rejoindre ensuite. Ça sera la parfaite transition, Monsieur Roche. Merci pour une réponse rapide. Alors ce groupe est composé donc de la cellule Mission Séisme, également de la Fédération française des assurances et puis du collectif des sinistrés. Donc c'est ce groupe qui permet d'étudier vraiment toutes les difficultés qui ont été relatives à cette crise. J'en reparlerai peut-être un petit peu plus en début d'après-midi. Très très bien. On ressent bien cet enjeu que de planifier dans le post-catastrophique un pôle, un guichet unique qui concourt à accueillir les sinistrés et traiter les demandes administratives, mais également on n'oublie pas les entités privées. Merci à Ghislaine. Monsieur le maire n'est pas intervenu. En tout cas, on le salue. On remercie encore la ville du Teil de vous avoir permis d'intervenir pour son compte. Et je propose à Monsieur Roche... J'espère avoir été fidèle. Non, mais c'était propre. Merci. Merci vraiment. On peut applaudir.